Mon cher Junori, bonjour. Hello Hugo. Comment ça va? Ça va bien, ça va bien. La forme avec le printemps qui arrive, la montagne qui se libère gentiment de la neige, donc ça fait plaisir. Qui se libère vraiment ou il en est retombé un peu ces Ben, il derniers en est jours? retombé un petit peu, mais ça part rapidement. Mais là, on peut quand même déjà faire des jolis tours à plus de 2000 mètres, voire 2500 mètres en cherchant les bons versants. Ah, effectivement. Ouais. Bon, j'imagine pour quelqu'un de la région comme toi, tu vas connaître à peu près tous les cailloux, tous les rochers et tous les coins où on peut aller en fonction de la météo. Exactement, ben, en cherchant bien les versants, bien les bonnes vallées, on peut faire déjà des super tours. Excellent. Pour les gens qui ne te connaissent pas, qui ne t'ont jamais vu et qui entendent ta voix pour la première fois, est-ce que tu pourrais nous dire qui tu es et d'où tu viens? Alors, ben, Jules-Henri Gabiou, l'accent chantant du Valais, du Val Ferret. Donc, je suis originaire d'Orsières, La Foulie. Je suis professeur de ski. L'hiver, à La Foulie, on a l'école de ski avec mon frère. Et l'été, je suis accompagnateur en montagne et accessoirement coureur de trail et de très longue distance. Effectivement, ouais. Parmi ton palmarès, on peut quand même citer plusieurs courses d'ultra-endurance, la petite trotte à Léon, la guerre ultra trail. Euh, qui- de toutes ces courses auxquelles tu as participé, est-ce qu'il y en a une qui a une place plus particulière dans ton cœur ou pas, ou elles ont toutes une petite histoire? Les PTL avec mon frère, ça a une place importante, mais les tours des géants, tours des glaciers, c'est quelque chose. Donc, je dirais le Tour Mhm. des Géants 2011, c'est vraiment quelque chose qui est encore très présent dans mon cœur. Et qu'est-ce qui fait que justement, 15 ans après, tu y penses encore autant souvent? Parce que c'était à l'époque, il n'y avait pas tous les réseaux sociaux, tout ce qu'il y a autour des médias et tout. C'était vraiment la montagne, la course et des souvenirs impérissables en montagne aussi. Où tu cours avec les Mhm. bouquetins, des rencontres magnifiques avec les bénévoles, avec les autres coureurs. Et c'est ça vraiment les souvenirs qui restent, et aussi les amitiés que j'ai pu créer qui sont restées depuis 15 ans. Mhm. C'est intéressant le point que tu soulèves là concernant tout ce qui est réseaux sociaux et médiatisation de l'ultra longue distance. Toi qui as cette expérience depuis peut-être ces 10, 15 dernières années, c'est quoi les plus gros changements que tu vois par rapport aux courses d'antan quand tu prends par exemple part à la PTL aujourd'hui? La PTL, elle est un petit peu à part parce qu'elle est restée encore dans un bon esprit trail montagnard. Tandis que si tu veux, maintenant, bah, les courses a tellement globalisé, il y en a tellement partout, la pratique, elle a tellement explosé que des fois, ben, on oublie la difficulté des ultra-trails, j'ai envie de dire. Les réseaux sociaux rendent un petit peu trop facile accessible alors que ça reste quand même un sport très exigeant. Mhm. Et tu as également une, je pense, c'est une société, on va l'appeler comme ça, qui s'appelle Alp Experience, qui accompagne notamment les personnes dans les stages de préparation pour des courses. On y reviendra après. Est-ce que tu vois aussi, avec les personnes que tu accompagnes, ce manque de maturité ou ce manque de pied alpin qu'il y avait peut-être plus avant? Ben oui, tu as tout dit un petit peu. Maintenant, il y a une clientèle qui est plus, des fois, qui vient aussi plus du running, qui a un petit peu moins d'expérience de la montagne. Donc, on voit des gens qui sont bien préparés, qui sont rapides, qui font beaucoup d'entraînement à intervalles. Mais dès que ça arrive, la technicité, c'est plus difficile et souvent un peu trop exigeant. Parce qu'il faut pas oublier que le trail, c'est aussi de la montagne. Mhm. Donc pour quelqu'un qui arrive de la route, bon, on voit d'ailleurs que la plupart des nouvelles personnes qui font du trail running, d'après les statistiques, c'est les gens qui viennent de la route. Donc pour quelqu'un qui part de la route et qui vient sur le trail, tu leur suggérerais de commencer par quoi, peut-être déjà? Des distances encore on va dire, accessible. Quarantaine de kilomètres, ça va, mais peut-être des terrains pas trop techniques surtout. Après, ça dépend. S'ils veulent aller dans une montagne difficile, ça va aller, mais le fait de devoir peut-être marcher toutes les montées, marcher aussi parfois les descentes, ça peut être très frustrant. Alors que moi, qui viens plutôt de la randonnée, eh ben c'est la marche, ça a toujours été la base de ma pratique de trail runner, hein. Mhm. C'est vrai que c'est quelque chose auquel on doit se familiariser très rapidement quand on est à 1000 mètres de montée. Je n'en connais pas beaucoup qui courent au-delà du centième mètre. Ouais, c'est vrai que l'approche, c'est quand même pas la même. La préparation physique, j'imagine aussi que c'est pas la même. Donc, c'est un tout autre monde qui s'ouvre dès le moment où on se lance en trail. Oui, ben ça dépend. C'est clair que le trail au début il était très montagnard, il s'est aussi bien renisé, on va dire, hein, où il y a de plus en plus de courses à pied. Puis on voit aussi quand même des trails, mais si tu prends une partie des fois du circuit Tembe, il y a quand même des trails très roulants. On est sur du 100 kg, 3000 mètres de dénivelé, c'est quand même roulant.
Mais la base du sport, si tu prends l'UTMB en lui-même, c'est quand même 160 bornes, même un peu plus, et 10 000 mètres de dénivelé, ça reste conséquent et ça reste une entreprise pour beaucoup de monde. C'est pas du running, c'est du la montagne aussi. Mhm. Et c'est vrai qu'on a peut-être un peu tendance à l'oublier. Aujourd'hui, on enregistre un épisode dans le cadre d'une série qui s'appelle Road to Trail Verbier Saint-Bernard, parce que cette course-là, tu l'as courue à de nombreuses reprises, il y a plusieurs années, comme tu le disais avant, en 2009, dans les années 2010. Et tu proposes également des stages d'accompagnement pour des personnes qui veulent participer à cette course. Explique-nous déjà comment est-ce que tu abordes peut-être ce genre de stage, ce genre d'accompagnement quand il y a quelqu'un qui veut faire une course. La course cette année, par exemple, le 12 juillet, je crois. Écoute, alors, ce qui est déjà important, c'est que le stage, je propose plusieurs distances hein, dans les stages. Si tu peux préparer plutôt le marathon, plutôt la traversée ou l'X-Alpine qui fait 140 km. Et pour moi, la clé, c'est de répéter un effort sur plusieurs jours, hein. On va chercher à avoir à peu près le total de kilométrage dénivelé, mais décomposé en plusieurs jours afin d'habituer le corps déjà au terrain montagnard, aux conditions de montagne et aussi de pouvoir évoluer aussi avec un petit peu de fatigue parce qu'il faut savoir que par exemple quand on va faire le Trail Verbet Saint-Bernard, quand on sera lourtier à 15 km de l'arrivée, il y a encore une difficulté qui est énorme et c'est vraiment essayer de ressentir un petit peu l'enchaînement montée-descente et l'effort au long cours. Mhm. L'Ortier, c'est pour quel parcours? C'est pour la X-Traversée ou pour la X-Alpine ou les deux? Les trois parcours passent là, mais surtout l'X traversée et l'X alpine vont devoir affronter le fameux mur qui monte à la chaux, qui est super super dur sur 1200 mètres de dénivelé. Mhm. Là, tu as donné peut-être la cerise sur le gâteau, enfin une certaine cerise quand même qu'il faut avaler avant de terminer la course. Mais si on devait déjà faire peut-être un focus sur les deux grands parcours, on va pas Mhm. s'attarder sur le Virbier Marathon, mais sur la X-Traversée déjà. Comment est-ce qu'il faudrait aborder ce parcours-là, les 77 kilomètres? Euh, Partir tranquille, continuer tranquille, finir au sprint. Non, écoute, je pense qu'il faut un petit peu d'humilité parce que c'est clair que la première partie, si tu prends une traversée, ça peut être un peu roulant au début, donc il faut arriver à pas se faire piéger par des gens qui sont plus coureurs parce que si tu conserves de l'énergie pour la deuxième partie de course qui est quand même très exigeante depuis Bourg-Saint-Pierre, tu peux faire des grandes différences. Gestion d'effort, pour moi, c'est la clé sur une traversée. Bien sûr, l'X Alpine aussi, c'est pareil, mais on a une notion de trail de nuit avec le départ qui peut être assez exigeant, on est dans la forêt, les sentiers sont des fois un petit peu techniques, donc il y a une autre gestion où il faut être empreint d'humilité vis-à-vis de l'effort. Et ça, on oublie parfois un petit peu. Mhm. Tu le disais il y a quelques instants, la X-Alpine part de nuit, donc il y a également cette composante-là. Alors on part frais, mais quand même de nuit. C'est quoi un des plus grands dangers peut-être quand on part pour une course en plein milieu de la nuit? C'est clair que c'est peut-être déjà la visibilité qui est un peu plus difficile, donc il faut avoir déjà testé, d'avoir couru un petit peu la nuit, ça peut aider sans besoin de faire une sortie de 8 ou 9 heures. Connaître son matériel, comme avoir une bonne lampe frontale, c'est important. Puis après, aussi toute cette notion, on perd beaucoup de repères la nuit. Donc peut-être que d'être bien concentré, d'avoir des bons repères, des fois d'avoir la trace sur la montre, ça peut être utile parce que des fois aussi pour s'orienter, si on perd un peu le balisage, ça évite beaucoup plus de stress. Et pour moi, une partie clé, c'est la fin de nuit avec l'état de fatigue dû à la concentration de la première nuit qui est difficile, là. Mhm. Et comment est-ce que tu accompagnes ou tu conseilles les personnes que tu suis justement dans ce genre de moments difficiles peut-être à vivre en cours de course? Est-ce qu'ils doivent le faire eux-mêmes ou tu proposes d'autres choses? Alors, si tu veux, ça arrive que des fois dans le stage, on a des petites parties de nuit, mais c'est plutôt si on part tôt le matin, parce aussi par rapport pour la gestion. Souvent, c'est plutôt dans la discussion entre les coureurs. Tout d'un coup, ils disent, ah, moi, le départ, c'était difficile la nuit, je voyais rien, j'étais pas trop à l'aise. Et l'échange entre participants, pour moi, c'est le plus riche, parce qu'ils vont chacun raconter une aventure, une expérience vécue différente. Puis après, moi, j'amène un petit peu l'expérience personnelle, des fois les choses qui ont été très positives, les choses qui ont été négatives, puis c'est plutôt autour de la discussion que ça va être assez intéressant. Et il y a un point très, très intéressant que tu disais avant, c'est que
l'essentiel de la montée, en fait, il se fait en marchant. Et des personnes qui ont tendance à sous-estimer cet effort de marche parce qu'ils se disent, bah, marcher, je peux le faire. Par contre, marcher sous fatigue, quand on a un peu moins la lucidité, c'est pas la même chose. Donc, est-ce que la préparation physique pour ce genre d'effort-là, elle doit être vraiment spécifique ou est-ce que finalement, bah, le fait de s'entraîner en montagne, ça couvre déjà ce qu'il faut au niveau physique? Euh, S'entraîner en montagne, c'est bien, mais il y a montagne et montagne. Donc, faire 200 mètres de dénivelé de descendant sur des parcours vallonnés, c'est pas suffisant. Tu veux préparer une ex-alpine, il faut enchaîner des montées-descentes de plus de 1000 mètres de dénivelé. Et plusieurs, tu vois, si tu fais un entraînement qu'il faut qu'il fasse au moins 3000 mètres de dénivelé, il faut enchaîner les montées parce que ce sera ça, pour moi, la clé pour avoir la résistance musculaire, pour aller au bout et pour pouvoir enchaîner et gérer l'effort. Ouais, donc 3000 mètres de dénivelé sur un entraînement, c'est déjà vraiment, vraiment un sacré entraînement. Pour les personnes peut-être qui, comme moi, ben moi je viens des Préalpes, euh, Mhm. enquiller 3000 mètres de dénivelé sur un entraînement, c'est un peu compliqué. Donc, c'est quoi les alternatives que tu proposes aux personnes qui viennent de la plaine, par exemple, pour réaliser ce dénivelé-là? Alors, bah, l'idéal, c'est de pouvoir faire une reconnaissance dans la zone du parcours. C'est très bien, comme ça, tu vas te faire une idée vraiment de l'effort et du terrain type. Après, c'est clair que des fois, il y a des gens, moi, des fois, j'ai des clients qui viennent de Belgique, qui viennent depuis le nord de la France. Je comprends que c'est plus difficile, tu peux pas multiplier peut-être les venues dans les Alpes, mais il faut trouver un terrain, quitte à répéter les montées, pour répéter l'effort aussi. Après, c'est clair que je pense que c'est pas le même ressenti de faire 6 petites montées de 500 mètres que d'avoir la chance de peut-être faire 2 montées de 1500 mètres, mais la répétition d'effort. Puis après, ça forge le mental parce que moi, ce que j'ai la chance, c'est qu'ici, avec un terrain d'entraînement exactement similaire à la course, c'est facile. Mais si on est un peu plus loin, répétez l'effort. Bon, bah, tu es en train de nous dire qu'il faut tous qu'on déménage en Valais. Exact. On va passer à la partie mentale, si tu le veux bien. Tu as un peu mis les pieds dedans. Euh, 77 km, il y a de grandes chances qu'il y ait une partie qui se fasse la nuit de toute façon ou très tôt le matin. La X-Alpine, il y a une part qui se fait dans la nuit. Euh, Qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil à quelqu'un qui se retrouve dans le dur, dans la X-Alpine, au bout de sa deuxième nuit, pour qu'il puisse entraîner bah, pendant sa préparation pour passer ces moments difficiles? Il faut pas qu'il y ait de moments difficiles, c'est aussi simple que ça. Donc, non, c'est clair qu'il y aura des moments difficiles. Il faut savoir aussi que le coureur, il faut qu'il sache pourquoi il fait ça. Pourquoi il est là et tout, un peu avoir les raisons de s'accrocher. Parce que c'est clair qu'on peut être le mieux entraîné, avoir fait le plus de dénivelé, avoir fait tous les intervalles qu'on veut. Si on n'a pas le mental, on n'avance pas. Sur une X-Alpine, je pense que c'est en tout cas 50% physique, 50% mental, là. Donc après, il faut avoir l'humilité, il faut savoir que le profil de la course, ça sera un peu comme nos hauts et bas. Et puis c'est dans les bas qu'il faut être le plus fort. Et comme conseil, je dirais toujours positiver, pas hésiter des fois à partager avec un autre coureur. Ben maintenant, on voit des fois des coureurs qui ont des écouteurs. C'est très bien, ça peut aider, mais peut-être que partager un effort, partager une difficulté en parlant simplement avec le coureur, ça peut aussi aider à passer un moment difficile. Puis après, mentalement, avoir quelques barrières, comment dire, quelques petits conseils. Peut-être il y a la famille qui nous attend à ravito, c'est ça qui va nous pousser. Décomposer le parcours pour se dire, ok, le moment difficile, il est juste maintenant. Après, ça va aller mieux. Mhm. Tu as soulevé un point qui est très intéressant. Alors, j'ai jamais fait de distance supérieure au marathon en trail. Mhm, Tu parles des personnes qui nous attendent potentiellement dans les bases de vie et lors des ravitaux. Je ne sais pas s'il y a tout le monde qui prend le départ, par exemple, de la X-traversée ou de la X-alpine. Et de la X-alpine, j'imagine que oui, mais de la X-traversée en se disant qu'il y a des gens qui les attendent au ravito. Mais ça, c'est des choses qu'il faut aussi préparer avant la course. Parce qu'au début, on discutait de la légèreté des personnes qui arrivent du running ou alors qui voit sur les réseaux sociaux, tiens, je vais me lancer dans un ultra. Donc ça, c'est mhm. des choses qu'il faut aussi avoir à l'esprit. Bah tout à fait, c'est clair que si on a, j'ai pas envie de parler de staff, mais plutôt envie de parler de la famille, parce que pour moi c'est ça qui est le plus important. Mais si on a des gens qui nous suivent, ça fait que tout le monde participe un peu, puis la fête elle est encore plus belle. Donc ça c'est aussi à prendre en compte. Après moi j'ai fait des courses aussi avec mon frère, on était tout seul. C'est aussi bien parce que tu dois te démerder, voilà. Et puis tu dis ok je suis là maintenant, bah, je dois aller récupérer ma voiture à l'arrivée. Si j'arrête c'est encore pire. Donc non, mais il y a toute une préparation à avoir. Est-ce que j'ai du monde qui va venir m'aider? Est-ce que j'ai de la famille? Est-ce que je suis tout seul? Tout est possible. Il faut juste un peu tout anticiper. Mhm. Et là, on est à
on enregistre le 13 mai, à peu près 2 mois, avant la course. Quelqu'un qui est dans une préparation d'entraînement, il devrait être dans quelle phase là maintenant s'il veut arriver, proche, le jour J? Écoute, parce qu'on n'est pas obligé déjà d'avoir fait des courses. Donc les courses, elles peuvent venir un petit peu plus tard, mais je dirais qu'il faudrait être prêt en tout cas à affronter une course de 40 à 50 km. Et il pourrait déjà avoir une course de préparation autour de mi-mai qui serait bien, mais plutôt peut-être autour des distances marathon 40 à 50 km, avec du dénivelé. Mmh. Et bah, si on fait un rétro-planning dans l'autre sens, on est à 2 mois de la course. À quel moment est-ce que tu conseillerais à quelqu'un, qui a envie de se lancer, dans l'ultra, de débuter, je dirais, sérieusement sa préparation? Alors tu vas me dire, ça dépend de la personne, de l'historique de la course et cetera. Mais parlons de quelqu'un qui a l'habitude de courir et qui se lance, par exemple, sur le trail et qui se dit: «Bah, voilà, je vais faire l'extraversée cette année». Ouais, pour moi, c'est important d'avoir quand même une pratique du sport globale. Donc, c'est-à-dire si la personne a la chance de pouvoir faire des sports d'hiver comme du ski de randonnée, du ski de fond, c'est tout ça de bénéfique. Bah maintenant, ce qui est peut-être bien, c'est qu'on peut pas encore accéder partout en montagne. Si on peut faire du vélo de route, des entraînements variés, tout, c'est très bien pour accumuler du volume. Si on est plus coureur, bah maintenant, on peut déjà faire gentiment un bon volume. Il faut partir peut-être un petit peu plus bas de la plaine pour avoir aussi du dénivelé. Mais on va dire pour moi, le mois charnière, c'est mai, mi-mai, mi-juin. Où là, il faut pouvoir accumuler beaucoup de dénivelé. Mmh. Pouvoir accumuler beaucoup de dénivelé, ça implique, indépendamment de où on vit, un certain volume d'entraînement et un certain nombre aussi, d'heures d'entraînement. Je sais pas si tu arrives à quantifier, en général, combien d'heures d'entraînement par semaine ça représente une X traversée, par exemple, en moyenne? Ça dépend, je pense qu'en faisant 10 heures d'entraînement par semaine, on peut très bien réaliser la X-traversée. Si on va dire peut-être, si on peut avoir 2 séances en semaine, un petit peu courtes, une intervalle, un peu de footing, et puis mettre une sortie longue le week-end, ou 2 sorties moyennes, je pense que c'est tout à fait faisable. Après, c'est clair que si on est sur 2 3 heures de sport par semaine pour faire une course de 75 km, c'est un petit peu juste. Mmh. Mmh. Effectivement, on revient toujours sur ce côté humble, Ouais, sur lequel tu insistes vraiment, pas sous-estimer, l'effort et surtout ne pas surestimer, tout à ses fait. capacités et ce qu'on va faire. Toi, tu as souvent l'habitude, je crois d'ailleurs comprendre que tu fais régulièrement des défis, des ultra défis extrêmement longs qui durent longtemps et tu es rarement seul. Et tu as parlé, très souvent aussi dans la discussion de ne pas hésiter à discuter avec les autres. Donc, il y a aussi cette composante qui a l'air totalement différente du running jusqu'au marathon, je dirais, sur route, où c'est un peu chacun pour soi. L'ultra, c'est vraiment un sport où si on veut durer, si on veut aller loin, il ne faut pas être seul. Je pense qu'être avec des écouteurs pendant 140 km, c'est des fois un petit peu difficile, hein. Puis peut-être partager la difficulté, partager peut-être la beauté de la montagne, observer, regarder ce qu'il y a autour de nous, écouter un petit peu la nature. Je pense que ça, c'est riche aussi pour s'ouvrir un petit peu. Donc je pense que c'est aussi important. C'est clair qu'on part pas pour faire un roman avec l'autre coureur, mais peut-être échanger un petit peu. Je pense que des fois, on a perdu ça. Puis pour moi, c'était une des composantes principales de l'esprit trail et de ce qui m'a attiré à faire ce sport et ces aventures aussi. Mhm. Et quand je discute avec des amis qui font des ultras, ils me disent souvent, bah, un moment j'étais dans le dur, d'un coup j'ai croisé quelqu'un, on a discuté ensemble, on s'est dit bah on va faire un bout ensemble, on va au bout ensemble, et puis d'un coup bah, il y en a un qui se sent un peu moins bien et puis on doit le lâcher. Ça fait partie du sport. Alors j'ai jamais eu à vivre ce genre d'expérience-là. Mais toi, tu l'as peut-être vécu. Comment est-ce qu'on se sent quand on se retrouve justement à entre guillemets, abandonner un compagnon d'infortune qu'on avait auparavant parce que nous, ça va mieux, ou l'inverse finalement, parce que nous, on reste et puis l'autre, il part seul. Mais je pense que c'est dans le passage de la course, dans le déroulé de la course, on va faire une rencontre et tout. Peut-être que des fois ça va matcher au rythme, on va rester longtemps ensemble et des fois c'est juste un moment de partage. Puis des fois, même moi j'aime aussi des fois dans l'effort être seul pour aussi être dans mon effort quand c'est des fois difficile par exemple. Donc peut-être que l'autre coureur qui est en difficulté, peut-être qu'il n'est pas si mécontent d'être de nouveau un petit peu tout seul pour essayer de trouver son rythme. Parce que ce qui est difficile, c'est que des fois on se fait un peu emporter par le rythme de l'autre.
Ouais, ça c'est clair. Pas oublier de rester dans sa course et de faire sa course, que ce Mhm, soit dans le positif ou dans le négatif, parce qu'on peut aussi commencer à se complaire dans un rythme qui est un peu plus lent que mhm, celui qu'on avait prévu, ou celui on avait prévu de courir, et puis passer à côté de sa course. mhm. Absolument, ouais. Absolument. Là, on se projette dans 2 mois. Je suis sur la ligne de départ de la X traversée. Tu me donnes quoi comme conseil sur les certainement 2 nuits que je vais passer à l'extérieur? Tu me dis quoi pour Traverser que... une nuit, hein, maximum. Oui, oui, Ça part le l'Alpine. matin. L'Alpine. Tu dis pour l'Alpine ou donc Oui, l'Alpine? oui, oui. Euh, Sois calme. Faut pas t'exciter au départ. Trouve ton rythme, mets-toi dans ta bulle, absolument. Si des coureurs te passent, c'est pas grave. Garde de l'énergie pour lever de soleil sur la cabane d'Orny. Et ça sera important. Gère la nuit. La journée va t'offrir de nouvelles énergies. Effectivement. Et le spot, le plus beau spot de la course pour toi, c'est quoi? C'est lequel? S'il y en a un. Euh, J'adore le lac Fenêtre qui est avant le Grand Saint-Bernard parce que c'est là que moi j'ai toujours eu mes promenades d'enfance. Quand il fait grand beau, t'as la vue sur le Mont Blanc, les Grandes Jorasses. Pour moi, c'est mon lieu favori sur l'épreuve. Et on est à combien, enfin, il reste combien de kilomètres à peu près jusqu'à l'arrivée quand on en est là? On est plutôt atteint, donc 70, on a dû faire 80 km environ. Ouais, ouais, donc on a fait plus de la moitié, quoi. Mhm, mhm. Donc on fait un reset pour partir sur la, sur la seconde Exactement. partie de la course. Ouais, ouais. Puis après, il faut se Bon, je dire suis une pas chose, encore. c'est quand tu es au Grand Saint-Bernard, tu as été l'endroit le plus loin du parcours où tu as la frontière avec l'Italie, tout le reste va te ramener gentiment à Verbier. Voilà, donc tu peux aussi commencer à dire je rentre à la maison. C'est vrai. Tout à C'est vrai que fait, tout à fait. c'est vrai que c'est assez intéressant aussi. Tu vas la courir cette année, une de ces courses ou pas? Non, je suis pas sur le Trail Verbier. Je vais revenir d'ici quelques années, mais j'ai vécu tellement d'émotions intenses sur l'ancien parcours de 110 km que maintenant c'est un petit peu plus dur à planifier le 140 km qui est un peu plus long par rapport aux autres objectifs de saison. Puis avant, le parcours était purement alpin, c'était vraiment un parcours fait pour mes capacités. Maintenant, il est un petit peu plus roulant. C'est très bien parce que Mhm. c'est un petit peu plus, entre parenthèses, accessible, mais j'ai aussi des fois d'autres courses un peu en même temps que c'est un petit peu plus, un peu différentes, on va dire. Mhm. Prenons justement le temps de parler de tes actualités parce que j'ai un peu truandé ton CV parce que tu participes quand même à un certain nombre de courses qui sont extrêmement réputées. Là, on arrive au début de la belle saison, donc j'imagine que ton agenda, il doit avoir quelques, allez, 3, 4 dates qui sont assez extraordinaires. Oui, bah écoute, bah, imagine, ça fait depuis 2007 que je fais ce sport, donc ça fait quasiment ma 20e saison de trail. Donc des fois, je dois sélectionner, je fais moins de courses qu'avant. Dans les belles années, en 2011, je faisais 15 trails, je faisais un trail de 50-60 bornes chaque 2 semaines. Maintenant, je sélectionne un peu pour vraiment, des fois, trouver des nouvelles expériences, des nouvelles courses, et puis des fois aller sur des challenges avec mon frère qui sont très motivants, bah, comme le trail de l'Aiguerre ou ça, par équipe, le 250 kills, qui sont très motivants, qu'on a bien aimé il y a 2 ans pour y retourner. Puis sinon, j'ai aussi un peu des courses plus courtes en Italie, mais très engagées, Monte Rosa, Sky Marathon, le Tour du Oui. Cervin, qui sont c'est différent, c'est purement montagne. Puis celle-là, c'est ce qui m'intéresse maintenant. Mhm. Et alors, vous avez très souvent gagné avec ton frère, mais au-delà de la victoire, peut-être, qu'est-ce que tu recherches dans ces courses? La découverte. Donc tu cherches à découvrir, quand on fait ces courses aventure, tu cherches à découvrir des territoires, des nouveaux sentiers, de nouvelles vallées, même quand on est à la PTL, qui est sur un territoire qu'on connaît très bien. Puis on cherche à découvrir toujours ses limites, parce qu'on peut toujours les repousser, que ça soit les limites physiques, les limites au niveau du sommeil, et t'en apprends toujours plus sur toi-même. Et c'est une leçon d'humilité à chaque édition quand on fait des longues courses. Ok. Donc tu repousses les limites, mais tu apprends quand même toujours finalement un peu à te connaître et te Exactement. remettre toujours dans le droit chemin si tu as l'impression que tu es en train un peu de dériver. Oui. C'est, c'est superbe. Je te remercie 1000 fois, mon cher Jules-Henri, d'avoir passé ce petit moment avec moi pour parler déjà de ton parcours et également de cette préparation pour le Trail Verbier Saint-Bernard. Tu me disais avant, il te reste encore quelques places pour la préparation à la course cette année, c'est juste? Oui, tout à fait. En fait, je fais un stage
autour du 20 juin où j'ai plusieurs distances. J'ai soit la préparation marathon sur 2 jours, soit la préparation traversée sur 2 jours et demi, soit la prépa ex-alpine sur 4 jours. Et là, il me reste encore 2 ou 3 places globales sur les stages. Excellent. Je mettrai le lien vers ton site internet en description de cet épisode, comme ça les personnes qui veulent aller se faire une idée, bah, elles iront visiter ton site et prendre contact avec toi. Ok, c'est cool, merci. Génial. Merci mille fois encore, Jules-Henri, et puis je te souhaite une magnifique saison et j'espère te voir un jour sur les sentiers. Merci Hugo, avec plaisir. À Tout bon. bientôt.